Bernard Khouré, bienvenue à la Maison du Poète. Merci. Ça va? Très bien, et vous? Nous allons nous diriger vers en bas pour commencer Très bien. cette discussion. Bernard Khouré, bienvenue à la Maison du Poète. Merci pour l'invitation. Donc c'est une maison, comme son nom l'indique, qui parle de poésie, de culture, mais aussi d'architecture. C'est pour ça que votre visite est importante pour moi. Je voudrais commencer par parler de votre père, Khalil Khouré, qui aussi a fait partie avec Nadia Twaini du film Les Murmures Hamassat de Maroun Bardadi. Et on était en train de parler de ça quand on était à l'extérieur. Qu'une partie de ce film a été tournée ici, à la Maison du Poète. Donc, si vous voulez parler de votre père, les souvenirs avec lui, les premiers souvenirs, premiers apprentissages. C'est intéressant qu'on parlait du film de Maroun Bardadi parce que je n'avais pas vu ce film. J'ai reçu des tranches qu'on m'a envoyées où mon père apparaît. Et j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Je savais qu'il était proche de Maroun Bardadi. Et j'ai situé, je crois que ça a été tourné dans les années 79. C'était pendant la guerre. Pendant la guerre. Et j'ai fait un rapport, en fait, lors de ce tournage, il avait mon âge. Peut-être 1 an ou 2 ans près. Ouais. Et j'étais en même temps très touché, très troublé d'écouter les quelques mots qu'il a dit lors des quelques séquences où il passe. Alors, je crois qu'il y avait eu une trêve, c'était juste après une trêve, Ouais. et mon père venait de compléter l'extension de son usine, et avec un optimisme qui semble totalement injustifié aujourd'hui, parlait avec beaucoup d'optimisme, beaucoup d'enthousiasme de ses projets d'expansion, que les choses allaient très bien, qu'il n'avait pas quitté Beyrouth. Donc on est en 79, Ouais. La guerre a soi-disant commencé 4 ans auparavant, mais bon. Et que donc tout allait très bien, qu'il était très fier d'être resté, qu'il n'aurait jamais pu partir, qu'il n'aurait jamais pu en fait s'extraire de ce qui s'était passé, et qu'il était en train de ramener ses ex-collaborateurs, certains qui avaient quitté le pays, qu'il les ramenait à Beyrouth. Donc un enthousiasme, je crois que malheureusement, beaucoup d'entre nous ont perdu aujourd'hui. Vous n'avez plus cet enthousiasme, vous? C'est pas que je ne l'ai pas, je crois qu'il y avait... donc je parle de parallèles évidents, Ouais. parce que en 79, il avait pratiquement l'âge que j'ai aujourd'hui. Plus de 40 ans ont passé depuis. Et c'est incroyable parce que ces discours sont peut-être d'actualité, c'est peut-être un peu la même chose. Mais on est toujours dans cette espèce d'incertitude. Il y a toujours certains parmi nous qui ont encore un rapport avec le territoire qui est très difficile à expliquer, mais qui sont des liens qui sont parfois inexplicables. Je crois qu'il faisait partie de ces gens-là. Il est évident que dans les années 70, cette génération
avaient peut-être une perception du projet nation et du territoire qui est peut-être différente de la nôtre. Ils étaient beaucoup moins cyniques. Ils ont peut-être connu des choses qu'on n'a pas connues sur ce territoire. Donc je peux comprendre comment on avait encore certains espoirs à l'époque. Je crois que mon rapport avec le territoire est différent. Je n'arrive pas à m'extraire, c'est clair. Je ne suis pas parti, moi non plus. Je voulais vous parler de ça, surtout après l'explosion du 4 août. Et surtout que vous pouvez facilement, vous êtes une des personnes qui peut facilement quitter. Il y a des gens qui n'ont pas le choix. Vous avez votre travail à l'étranger. Vous êtes une des personnes les plus renommées à l'étranger dans votre domaine. Donc, comment ça se fait qu'une personne comme vous, après avoir subi l'explosion du 4 août, vous êtes toujours libre? Ben, l'explosion du 4 août était... à mes yeux, il n'y a pas d'avant 4 août et après 4 août. Le 4 août, à mon avis, est une chose qui s'inscrit dans une logique. Ouais, c'est une suite. C'est une suite logique d'une faillite Une totale suite du projet nation et d'une succession de catastrophes qui sont quelque chose qui ne fonctionne pas, qu'on ne peut pas comprendre avec une logique occidentale. Donc notre rapport avec le territoire est très différent. Mais c'est curieux parce que post-4 août, moi j'ai eu un réveil, une espèce de rage. Je n'avais pas du tout envie de partir, au contraire. Donc, il y a certains d'entre nous, je ne suis pas le seul, avaient vraiment été en position presque de combat. Vous avez fait une réaction inverse. J'ai fait une réaction inverse, un bond d'énergie incroyable après le 4 août. Je dirais même après le soi-disant accident de 2019, ce qu'on appelle la crise, qui est là aussi la crise économique. La suite logique d'une succession en fait de choses qui ont mené à une goutte qui fait déborder le vase. Mais entre 2019 et 2020, moi, je n'ai pas du tout perdu mon énergie, bien au contraire. Je crois que mon rapport avec le territoire était bien plus fort que peut-être des années qui peuvent sembler être plus faciles. Est-ce que si vous êtes associé à votre père dans le film? Alors, je fais souvent ce type de parallèle ou d'association, c'est-à-dire que mon père était lui aussi architecte, un parcours peut-être très différent, mais aussi très similaire. Très différent parce que les conditions politiques étaient différentes, les idéaux étaient différents. Mon père a peut-être des origines un peu gauchisantes à ses débuts, des idéaux qui étaient d'époque, que je comprends, mais c'était quelqu'un qui était profondément dans la modernité, dans le projet moderne. Pas dans le modernisme, mais dans la modernité, il y croyait politiquement, socialement. Et donc fait partie de ces histoires très belles, en fait, qui ont eu lieu sur ce territoire dans les années 30, 40, 50, 60, on va dire les 30 glorieuses de ce semblant de projet nation. On a tous, ou certains ont cru qu'on était en train de construire un pays. Et donc il y a eu de très beaux parcours et un rapport avec le territoire qui est très différent que ce que nous, on a vécu. Moi, je suis né en 68, donc en 75, j'étais encore très jeune. Très jeune, oui. J'ai vécu une bonne partie de la guerre au Liban avant de partir faire mes études universitaires à l'étranger, mais je revenais tout le temps. Et, mais bon, ce qui peut sembler anormal était la normalité pour nous. On a vécu avec ça. Et on a vécu avec ces successions d'accidents. Et je suis revenu me rétablir ici en 93, alors que ma famille n'était plus là, à part mon père. Mes frères aînés étaient déjà partis. D'accord. Mais ce qui m'intéressait, c'était justement les questions que posait ce territoire. Alors évidemment, au début des années 90, on avait peut-être encore des espoirs naïfs d'un retour vers un projet nation. On y a cru, je fais partie de ceux qui croyaient en un projet de reconstruction qui n'a jamais eu lieu. On a bâti beaucoup de bâtiments, mais on n'a pas reconstruit les institutions, le pays, on n'a pas réécrit l'histoire, on n'a pas ramassé les morceaux. Et en fait, la guerre n'est pas finie. Mais pour moi, être là de 93 à 2019, partir en 2020, aurait été un demi-tour très banal. Aurait été clôturé, en fait, d'une manière triste, une retraite trop facile, trop lâche.
Je crois que c'est maintenant, ou c'est peut-être post-4 août, ou post la soi-disant catastrophe de 2019, qu'il faut être là. Si on a encore des sentiments pour quelque chose ici, si on a encore de l'intérêt pour des ressources humaines absolument incroyables, parce que j'arrive encore à produire au Liban avec une dynamique qui est très difficile à établir. Nous ne vivons pas le confort culturel, je dirais, que nos collègues et nos amis en Occident vivent. Donc je regarde Et vous pensez que cet inconfort vous aide des fois à mieux créer? C'est vrai que je ne crois pas en la création divine, mais je crois qu'en fait, on est le résultat de questionnements et de combats qu'on mène et de ce que l'on affronte sur notre parcours. Donc franchement, je n'envie pas mes collègues qui construisent des musées à Bordeaux ou à Rotterdam, où les questions qui se posent, eux, me semblent presque banales. Je suis peut-être aux avant-postes peut-être dans une région très chaude, très inconfortable, peut-être pour certains, mais en même temps très excitante, intellectuellement, et très fatigante et très épuisante. Je crèverai peut-être 20-30 ans avant mon temps, mais peu importe. Le parcours aura été, je l'espère, intéressant. On va parler plus de votre parcours, mais avant, je voudrais savoir, Khalil Khouré, qu'est-ce qu'il vous a appris? Alors, Khalil Khouré n'était pas un homme cynique. C'était quelqu'un... D'abord, c'était lui aussi, je crois, un très grand poète. Il écrivait très, très bien. Il ne l'a jamais fait de manière... il n'a jamais publié. Il n'a jamais publié, mais les quelques mots que je retrouve sont extrêmement poétiques. C'était un très grand artiste qui avait un coup de crayon, qui dessinait. C'était un très grand aquarelliste. C'était quelqu'un qui a même joué avec des médiums que je n'ai vu nulle part autre. Il faisait du feutre sur de la toile, des choses complètement dingues, mais qui n'a jamais exposé. Et ça se reflétait et qui a travaillé beaucoup d'échelles, du mobilier au bâtiment, à l'urbanisme. Donc, j'ai appris la rigueur de quelqu'un qui était très porté sur la modernité, mais qui faisait pas du modernisme parce que c'était à la mode. C'est quelqu'un qui restait très fidèle à ses idéaux, jusqu'au bout, alors que beaucoup d'architectes modernes de sa génération ont retourné leur veste quand c'était plus à la mode. Donc c'est quelqu'un qui m'a appris que l'architecture est un engagement, d'avoir une grande passion, mais c'est aussi un engagement politique, et que l'architecture est un acte politique, et qui doit avoir du sens, qui doit produire du sens culturel et autres. C'est quelqu'un qui m'a appris de la rigueur, qui était extrêmement rigoureux et très précis dans ce qu'il faisait, très honnête intellectuellement, et parfois un peu trop lyrique, qui parfois a fait dans les excès, qui n'étaient pas toujours très acceptés, qui n'étaient pas toujours dans la norme, mais c'était quelqu'un de très passionné. Et je crois que si je vis le 10e de l'intensité qu'il a vécue, je serai un homme heureux. Voilà. On va parler du bonheur. Est-ce que vous aimez la bière? Quand il fait chaud, ça me rafraîchit. Quand il fait chaud. Ok, donc il fait très chaud de mon côté. On vous a échangé la bière maintenant pour... On est passé à autre chose. On est passé à autre chose. On va parler un peu, pour commencer, bien sûr, on ne peut que commencer par le B018. Est-ce que c'est vrai que le nom du B018 a été choisi en référence à un chalet qui était où vous avez les fêtes les plus féeriques à l'époque? Puisqu'on parlait de Khalil, il a aussi quelque part son grand rôle dans cette histoire. Ouais. Parce que le B018 est l'unité, en fait, c'est une unité dans un complexe, en fait, que mon père a construit. D'accord. Qui est d'ailleurs construit sur des règles très modernistes. On parle du Manar. On parle de Manar, voilà. Et qui est extrêmement intéressante architecturalement. C'est une coursive qui dessert 3 niveaux. Enfin, c'est un sacré tour de force très intéressant. J'y ai vécu une partie de mon adolescence. Et mon père y a ramené un cousin qu'on ne connaissait pas, ou très peu, qui était en fait la brebis
le black sheep, en fait, Ouais, le mouton noir de le la mouton famille. noir de de la famille, qui était un peu plus âgé que moi, et qui était quelqu'un qui était passionné de musique. Mm. Et donc, ils ont carrément tiré de la rue à Beyrouth-Ouest, parce que c'était la guerre, l'invasion israélienne. Et donc mon père le prend par l'oreille et le ramène, et lui offre en fait une petite minuscule unité, dont le numéro était B018. D'accord. Et ce type débarque avec 3000 disques vinyles, ce qui était énorme à l'époque. On était encore au vinyle. Et réclame un système son, parce qu'il fallait qu'il continue à écouter de la musique. Ouais. Mon père avait eu beaucoup de sympathie pour ce jeune homme, et donc lui fait passer tous ses caprices. Et du coup, on commence à écouter de la musique dans ce petit studio. Et là, je découvre le peu que je connais en musique de ce monsieur-là, qui avait en fait des connaissances musicales très impressionnantes. Et très, très ouvert, c'est quelqu'un qui est très sensible à la musique classique, et puis par la suite à la musique noire, au Ouais. jazz, et tout ce qui a suivi. Et c'est lui qui par la suite a même introduit la musique électronique au Liban. Donc c'est quelqu'un qui a une connaissance musicale très vaste, et qui organisait chez lui, dans ce petit studio que mon père lui avait offert, B018, numéro d'unité, des soirées qu'il appelait des soirées de musicothérapie. Ouais. C'est-à-dire qu'on allait écouter de la musique là-bas, on n'avait pas le droit de parler, c'était juste de la C'était musique vraiment... toute la nuit. Et c'était sublime. Ça a commencé comme ça. D'accord. Et puis, sauf que personne ne faisait confiance pour investir, en fait, parce que c'était un lieu où on allait s'amuser. C'était une musique qu'on n'écoutait pas dans les clubs. Il était complètement à contre-courant. Et puis, un jour, on décide de construire un bar ensemble. Et c'est mon père qui m'a donné le premier coup de pouce, en fait. Mes premiers dessins architecturaux semblaient totalement Ouais. pas raisonnables. Et quand Khalil a vu ça, c'est la première fois qu'il m'a pris au sérieux en tant qu'architecte. Il m'a dit, si tu fais pas ça, tu seras jamais architecte. Et en C'est fait, difficile de ne pas se prendre au sérieux, surtout par son propre père. ah non, il regardait pas ce que je faisais à mes débuts. Il ne regardait pas. Non, 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 non. J'ai été faire je suis revenu bardé de diplômes. Il savait même pas où j'étais. Il regardait pas. Ça ne voulait absolument rien dire pour lui. Pourquoi? Bon, il avait raison parce que les grandes écoles sont peuplées d'imbéciles. Pour vous, Faut pas. c'est pas les écoles, donc alors Ah c'est non, non, quoi? c'est pas l'école qui fait un architecte. Qu'est-ce qui fait un D'ailleurs, architecte? plus on passe son temps dans une école, moins on a la chance de finir par Pas réussir. enfin, non, enfin, je vais dire, on devient très formaté. Et D'accord. ça va de mal en Et qu'est-ce pire. qui fait un bon architecte, à votre avis? La curiosité. Il faut être curieux. Ouais, Il faut être courageux. ouais. Il faut être malin. Mais il faut apprendre les Il techniques. faut C'est être à l'école qu'on persuasif. apprend la technique, Non, c'est dans la pratique. dans la C'est dans la pratique. pratique et c'est dans l'école. Bon, j'ai peut-être croisé, j'ai fait quelques rencontres peut-être intéressantes, mais ça m'a pas apporté grand-chose. Quels seraient vos conseils pour les jeunes architectes? Je ne sais pas si je suis en mesure de donner des conseils, mais bon, je fais des constats, c'est tout. C'est que c'est un métier qu'il faut pratiquer avec beaucoup de patience. Il faut comprendre que c'est un métier qui peut être extrêmement ingrat. Donc, c'est un métier qui paie pas bien du tout. Donc, il ne faut pas y aller pour le fric parce qu'il n'y est pas. Donc voilà, il faut sentir que ce qu'on fait a du sens, sans quoi ça peut être très frustrant. Si on ne fait pas avec plaisir, il faut oublier. Il ne faut pas y aller. Quand vous avez pleuré pour la dernière fois, Voilà, il m'arrive souvent de pleurer, moi je n'ai pas honte. et, quand vous êtes triste, qu'est-ce que vous faites? Ben, je peux verser une larme, ça m'arrive. Et comment vous faites pour vous ressaisir? Je crois que ça fait du bien, c'est pas une mauvaise chose. La mort vous fait peur? Oui. Qu'est-ce qui vous fait peur le plus? Euh, le- la décomposition et la détérioration Du de corps. cette espèce de carcasse dans laquelle je suis prisonnier.
Quand vous vous regardiez dans la glace le matin, ou bien, je sais Ouais. pas, ou bien vous n'avez pas trop le temps, comme vous dites, mais quand maintenant il y a un miroir ici, donc à chaque fois quand il y a un de mes invités, j'ouvre ce miroir et je lui pose cette question. Mhm. Qu'est-ce que vous voyez, Bernard Khouré, dans la glace? J'ai appris à rigoler, à admirer, à avoir un sourire quand je vois ma sale gueule dans le miroir. C'est pas évident. J'ai appris à l'apprécier, voilà. Quel est le rêve que vous n'avez pas encore réalisé? Ah, beaucoup. Un rêve, c'est un rêve que vous voulez choisir un rêve. Écoute, il y en a qui sont futiles, hein, qui sont très vulgaires, il y en a qui sont... J'en ai beaucoup, hein, puis je sais pas, mais j'espère en avoir et j'espère ne pas tous les réaliser parce que le jour où tu as tout fait, tu te barres. Si vous voulez vous décrire en un mot, Couillon. Ça résume tout, c'est que voilà, faut pas se prendre trop au sérieux. le B018, c'est un symbole d'après-guerre pour beaucoup de Libanais. Parlez-moi un peu du symbole du B018 pour Bernard Khouré, de sa genèse, de tout ça. Bah, ce projet est venu après 5 ans de très difficiles, même mes débuts. Moi, je suis rentré des États-Unis en 1993 Oui, et j'ai eu 16 engagements contractuels parce que bon, je connaissais du monde oui. entre 93 et 98 qui n'ont pas mené. Alors, dans le jargon architectural, en anglais, on appelle ça aborted, aborted mission. Tu Les commences une 16 mission, projets. 16 projets, si je vais traduire de manière littérale, avortés. 16 Et avortements, ça fait mal. c'était quoi la cause? 16 avortements, ça fait très mal. Oui, Ça fait très très mal. Parce que tu y crois à tous les coups. Tu t'imagines que tu vas finir par enfanter et chaque fois, ça ne fonctionne ouais. pas. Au bout du 16e, tu es vraiment à bout de souffle. Et c'est terrible. Surtout que bon, à cet âge-là, bon, j'étais encore relativement jeune, on est à tous les coups, on y va avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'intérêt, on y croit, et puis à tous les coups, j'étais forcément un peu beaucoup à contre-courant. C'est-à-dire, il faut comprendre qu'au début des années 90, il y avait une sorte... Beyrouth était un peu dans le déni. On va Ouais. dire que ce qui se faisait, ce qui marchait, surtout dans notre domaine, c'était une histoire, en fait, ce qui circulait, c'était une histoire dans laquelle je ne pouvais pas m'inscrire. C'était cette histoire très simplificatrice de ce qui s'était passé. On mettait sous le tapis toutes les questions un peu chaudes, un peu épineuses. Donc toute architecture qui posait des questions dont les réponses n'étaient pas évidentes et qui traitait d'un passé relativement proche et problématique, était disqualifiée. Donc Beyrouth, cette image de Beyrouth qui circulait, le phénix qui ressort de ses cendres, l'Orient l'Orient et l'Occident qui se retrouvent, toute cette Ouais. histoire mielleuse et très sucrée, moi je n'y adhérais pas, donc ça fonctionnait pas. Le B18 finalement, qui est un projet de boîte de nuit et qui a priori n'a rien de politique, Ouais. parce que la politique, enfin les projets politiques entre guillemets, les projets que l'histoire retient, c'est des projets d'habitude institutionnels. Bon, en sortant de l'école, je voulais j'espérais construire des écoles, du logement social, des musées, du public, mais sûrement pas des boîtes de nuit. Parce que l'entertainment, le divertissement, ne mérite pas une architecture. D'habitude, on met ça dans les sous-sols. Ouais. Ça n'a aucune importance. On n'écrit pas l'histoire à travers ce type Mais ça a écrit l'histoire, et c'est ça. Alors justement, c'est ce qui était très curieux à Beyrouth, c'est qu'à Beyrouth, justement, là où l'histoire doit s'écrire à travers les institutions, l'histoire qui te ressemble, qui me ressemble peut-être, ne s'écrit pas. Si tu vois et c'est d'où la faillite des institutions, D'accord. d'où la faillite en fait du projet nation, d'où le fait que la guerre n'est pas finie, parce qu'on ne s'est toujours pas entendu sur un minimum de définition de ce qu'est notre nation. Donc tout ça se reflète au bout du compte sur le tissu de la ville, sur ce qui se fait, sur ce qui se construit. On a projeté n'importe quoi, l'État, enfin n'a pas reconstruit, il n'y a pas eu de projet de reconstruction. Et là, s'il fallait prendre position dans l'absence en fait d'un environnement où Hostile. l'histoire se construit, ou dans l'absence en fait
d'un projet étatique, d'institutions, de concours qui se lancent, comme ça se fait dans tous les pays voilà, où il y a, où il y a un État, tu vois, qui Ouais. écrit son histoire. Dans l'absence de tout ça, j'ai dû aller chercher autre part, là où l'histoire ne s'écrit pas d'habitude, dans le C'est divertissement. joli ce que vous êtes en train de dire. Et Beyrouth, en fait, m'a forcé vers ça. Et en fait, écrire l'histoire là où c'est le plus improbable, dans le divertissement, Ouais. là où, en fait, on n'est pas redevable politiquement. Et c'est très intéressant, je m'en suis rendu compte au bout du deuxième, troisième, quatrième projet que ça me donnait une liberté incroyable. Ben, j'avais pas le poids qu'un projet institutionnel t'impose quand tu construis une mairie, un logement Ouais. social, un musée, Ouais. un Vous avez plus monument. de liberté. En Occident, tu vas t'inscrire dans une histoire qui est très claire. Les questionnements, les postures trop radicales ne passent pas, c'est pas Ouais. possible. Il y a une limite aux questionnements que tu peux poser par rapport à certaines mouvances ou certaines tendances qui sont l'autorité en place, hein, et les institutions qui sont commanditaires. Il y a une responsabilité Ouais. politique. Quand tu construis une boîte de nuit, tu n'es pas du tout redevable. Ouais. Tu peux Vous faites ce que vous voulez. mes 3 premiers projets construits qui ont circulé dans un premier temps étaient des projets de divertissement et qui étaient tous sur des sites très problématiques. Ouais, Très les problématiques. trois, oui, c'est vrai. Le premier étant sur le site d'un massacre qui a eu lieu à la Quarantaine. La Quarantaine qui est un lieu extrêmement complexe et Ouais. compliqué, son histoire, et jusqu'à aujourd'hui, tu regardes la carte de Beyrouth, tu survoles Beyrouth, tu vois un trou sur le littoral au nord de la ville, il y a un trou noir, Ouais. et où le tissu, en fait, la ville a bypass, on dit en anglais, a contourné en fait la Quarantaine dans son expansion vers le nord. C'est un territoire maudit où il y a les abattoirs, où il y a les dépotoirs, où il y a les tanneries, tout ce qui pue en fait. D'accord. Il n'y a rien à la Quarantaine. C'est bizarre alors que tu es à 3-4 minutes du centre, sur le littoral. Il y a des raisons politiques derrière tout ça. Ouais. Donc c'est un site très problématique. Et le site, la parcelle sur laquelle on a construit, était le lieu le plus dense en 75-76, avant la fameuse bataille ou le massacre de la Quarantaine. Donc c'est très obscur ce qui s'est passé. Et en 98, on n'écrivait pas cette histoire. L'histoire, pour Et jusqu'à beaucoup, maintenant, on n'écrit pas on n'écrit l'histoire. toujours pas. Ouais. Et l'histoire qui circulait à l'époque s'arrêtait, on va dire, s'arrêtait peut-être à l'indépendance, et dans le meilleur des cas, en 75. Il n'y a aucune version officielle ou bien aucun écrit Voilà. dans l'histoire qui parle de le massacre de la Quarantaine Voilà. jusqu'à aujourd'hui. On n'en parle pas. Ouais. Tu prends la centrale est limitrophe en fait au projet solidaire, est une petite baraque qui a été abandonnée en 75, et où là tu te poses aussi beaucoup de questions, parce que tu vois juste à côté, tu fais 50 mètres plus loin, tu vois Saifi Village, Ouais. qui est en carton-pâte, qui est ce que j'appelle les travestis en architecture, où tu ne reconnais pas le vrai du faux, tu ne connais pas le mâle de la femelle, tu ne sais pas ce qu'est quoi. Et donc il y a un rapport avec l'histoire qui est dangereux, qui est simplificateur, tu vois. Et donc la centrale était justement aussi un travail sur l'agression qu'on faisait à cette ruine, et sa reconversion, et le fait qu'on l'avait totalement évidée. Donc là aussi, il y avait un travail très, très sérieux sur sa situation, son rapport avec ce qui se faisait, Et le projet de reconstruction c'est de en là face. que vous vous inspirez pour, par exemple, faire le toit ouvrant et toutes ces idées qu'on ne trouve que dans vos Oui, designs. il y a une narrative très claire on va parler d'abord du premier chapitre de ma carrière, qui était dans le divertissement, Ouais. et dans des bâtiments temporaires. J'ai été souvent prisonnier de ça par la suite, parce que quand tu fais quelque chose qui marche très bien, on ne veut plus que tu fasses autre chose. Ouais. On te Tout le temps, classe, on te tu convoite vois, pour... voilà. Et donc, il y va de même pour les médias étrangers. C'est-à-dire que moi, j'ai pas été reconnu ici, hein. On m'a reconnu ici parce que j'ai été reconnu dehors. Ouais. En tout cas, c'est Mais- presque toujours comme Mais ça cette au Liban. succession de projets a déclenché une avalanche médiatique à l'époque. Pas dans les médias d'architecture dans un premier temps, mais dans les médias politiques. Ouais. Donc ça a été d'abord reconnu pas par les architectes, mais par ceux qui étaient capables de lire en fait des prises de position politiques. Est-ce en qu'au rapport avec contraire, l'histoire. les architectes vous ont critiqué? Alors,
lorsqu'il y a eu quelques écrits ou quelques réactions plus profondes, on va dire, par des gens qui n'étaient pas architectes, Ouais, donc qui étaient intéressés par la dimension politique de ce travail, et pas au Liban. ouais. Là, le monde de l'architecture, ça a été assez rapide, a À commencé à s'y virer. intéresser. Ouais. S'y intéresser, bon, moi j'étais très jeune, hein, j'avais à peine 30 ans, j'avais même pas 30 ans, je ne comprenais pas du jour au Ouais. lendemain. Donc forcément, ça te monte à la tête, tu te laisses faire. Et donc tu t'inscris, en fait, tu acceptes. Et par la suite, donc, tout ce que j'ai fait dans le divertissement, donc ces 3 projets, s'inscrivait dans cette histoire totalement à contresens par rapport à Beyrouth, et inattendue, mais qui en même temps était, avec recul maintenant je dis, pouvait être récupérable parce qu'elle était très juteuse. Elle Ouais. était très juteuse, c'est-à-dire qu'elle avait beaucoup de violence. Elle traitait des cicatrices de la guerre, elle traitait... et elle était en opposition totale avec ce que Solidaire racontait. Mm. Et là, c'est intéressant parce que Solidaire ne comprend plus au bout d'un certain temps l'attention que je reçois par rapport à un projet énorme, gigantesque qui était Solidaire, avec tout le sens qu'il portait. Donc il y avait le projet de Solidaire à l'époque qui circulait, et chaque reportage sur Beyrouth, il y avait Solidaire, et cette merveilleuse histoire, et tout ce qui s'ensuit, on n'aime pas. Ouais. Et tu avais le petit En Klebs qui parallèle. aboyait à côté et qui racontait quelque chose de très différent. Et donc bon, j'ai surfé cette vague pendant longtemps, et puis je crois qu'après le projet Abani, j'ai dit ça suffit. J'ai commencé à comprendre en fait que ça véhiculait là aussi une histoire très juteuse, qui pouvait circuler très facilement, et qui a fini par virer, un jour je lis The Bad Boy Who Dances on Graves, Oui, j'ai le vu mauvais ça. garçon qui danse sur les tombes. Et cette histoire, elle se vendait très bien. Elle était très belle, Et même, je j'ai lu circulais quelque partout. part que c'était pendant un moment votre nickname, votre... Oui, mais je n'ai jamais accepté ça. Ouais. Moi, j'en voulais pas de cette Ouais, histoire. je voulais vous poser cette question. Est-ce que pour vous, ça vous faisait plaisir ou bien au contraire Au début, dans un premier de temps, dire tu es jeune, Bernard Khoury, c'est le bad tu boy? surfes la bague après 16 avortements. Je parlais des avortements tout à l'heure. Et puis tout d'un coup, tu enfantes de bébés miracles. Et donc, du coup, évidemment, ça te monte à la tête. Mais un jour, tu commences à comprendre qu'on est en train de créer un personnage que tu n'es pas vraiment. Ah, Et pour vous, vous n'êtes pas ce personnage. non, c'est plus complexe que ça. D'accord. Je ne suis pas un architecte de la guerre. Au contraire, ces projets-là, les 3, parce qu'on parle Ouais, de on parle divertissement, étaient des projets, en fait, où je ne suis pas cynique, moi. Je n'étais pas du tout, c'était pas des projets morbides, c'était des D'accord. projets aussi de joie, de survie. Bon, j'avais tout un autre regard sur ça. Tout d'un coup, je me rends compte que, bon, il y avait on véhiculait une histoire morbide parce que ça fonctionnait très Ouais, bien, parce que c'est... l'exotisme de la guerre et tout ce qui s'ensuit. Mais il faut pas s'arrêter là. Donc, je commence à me poser des questions et j'arrête. Et je refuse les commandes de divertissement après ça. Vous avez plus fait du tout. J'ai plus fait de divertissement. J'ai même appelé à faire un énorme projet à Berlin sur un lieu qui avait beaucoup d'importance historique. J'ai pas cru. Et ça venait de ça. Ouais. Même les Allemands me Ouais. sautent dessus. Une des plus vieilles distilleries de bière berlinoises, 21 bâtiments, un complexe industriel énorme. Et je me retrouve à 30 ans en train de mener un truc qui me dépassait sur un territoire que je connaissais pas, Ouais. donc j'étais très maladroit. Mais parce que on voulait cette recette une fois de plus La là-bas. recette magique. Parce qu'à Berlin, ça pouvait marcher aussi. Tu vois, Berlin, Ouais. on est en 99-2000, je suis tout jeune, j'ai aucune expérience. Je me suis totalement planté. Évidemment, j'ai fait plein d'erreurs, mais Comment vous vous êtes planté? je ne connaissais pas le territoire. Ouais. Tu peux pas exporter les mêmes recettes. Tu vois. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait lyncher par la commission des monuments historiques lors de parce que tu dois défendre tes projets. Oui, Tu as bien sûr. toutes sortes de commissions qui viennent parce que ils sont très sérieux par rapport à l'histoire, les Allemands. Oui, c'est critique. Encore, il y a des traumas terribles et c'est un site aussi plein de traces et de choses qui remontaient à la Deuxième Guerre. C'était un champ de tir SS dans les sous-sols. Il y a eu ensuite, par la suite, dans la période communiste, c'était un des jours les plus importants a été tiré sur place. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite avec ce projet? On a fait un premier projet où je me suis fait lyncher. Évidemment, je connaissais pas le territoire, j'étais très jeune, j'étais pas très mûr. J'ai renégocié un deuxième par la suite qui est passé.
évidemment, quand on commence avec un truc qui est totalement Ouais, ingobable, le deuxième finit par passer, mais avec recul, je me dis, c'est incroyable qu'il s'est fait passer le deuxième, parce que, ouais. mais vu que le premier était tellement radical, la pilule passe la deuxième fois, mais entre-temps, 2 ans ont passé, et là, on est déjà en 2000-2001, et là, on se tape en fait une crise immobilière et Ouais. bancaire et financière qui fait que les choses ont été extrêmement retardées. Donc, la partie de réhabilitation, parce qu'on réhabilitait des bâtiments, mais on construisait d'autres. Donc, il y a une partie qui a été faite au fur et à mesure, mais il n'y a pas eu de financement pour la suite. Et ça, petit à petit, le projet est mort. Parce que vous avez parlé des 16 avortements, comme Ouais. vous dites. Euh, Combien c'est difficile de continuer? Est-ce qu'il n'y a pas de doute quand on voit qu'on a plusieurs projets? Et je vous Ah pose si. cette question pour les jeunes qui vous écoutent, qui ont plein de doutes, qui essayent dans tous les domaines, pas seulement dans le domaine d'architecture, qui essayent de faire des projets, d'avancer et qui ont un refus. Ben, je vais te faire un aveu, en fait, une chose dont je ne parle pas beaucoup d'habitude. Moi, je dis 93, 98, je parle de 5 ans d'avortement. En Ouais, réalité, c'est 93, 96 et demi. Au bout de 3 ans et demi, alors que j'étais revenu des États-Unis, bardé de diplômes des meilleures ouais. écoles, en principe, j'avais tout pour moi. Un père qui avait sa place, une industrie qui tournait encore. Tout pour réussir. J'avais tout pour réussir. Et au bout de 3 ans et demi, je me rends compte que je ne suis pas indépendant financièrement, que ça ne va pas du tout, que je ne construis pas. Et qu'en fait, tout ce que j'ai appris à l'école et le super-héros que je croyais être à l'école n'est qu'un imbécile, en fait, qui n'a rien compris, que Beyrouth est beaucoup plus complexe et beaucoup plus violente Ouais, que ce que j'avais, que toutes mes postures théoriques et prétentieuses que j'aurais pu avoir dans mon cocon académique. C'était très violent. ouais. Et je décide en 96, du jour au lendemain, d'arrêter. Et en fait, dans mon CV, en fait, dans ma vie, il y a 1 an de flottement libre où personne ne sait ce que j'ai fait. En fait, Je voulais vous en poser la fait, j'ai question, foutu qu'est-ce le que vous camp. avez fait pendant? J'ai foutu le camp. Vous avez quitté le J'ai Liban. quitté le Liban et je voulais plus faire d'architecture, c'était fini. Et vous... J'étais à bout. Ouais, J'étais sur les. Et donc je suis parti me réinstaller à New York avec un projet qui était, qui était très prétentieux, dont j'avais pas les moyens. Mais bon, je faisais tout pour me donner les excuses de partir et de recommencer autre part et de ouais. repartir vers l'Amérique qui m'avait souri. Et voilà, donc j'ai passé 1 an à New York et je me suis rendu compte que je n'étais pas capable de devenir citoyen, d'intégrer en fait, tu vois, un environnement. Et à ce moment, vous avez dit, je veux devenir... J'ai un incident personnel en fait qui m'a ramené à Beyrouth pour une courte hmm, durée en 97, 98, donc 1 an et quelques après, où je devais revenir temporairement pour des raisons personnelles. d'accord. Et c'est là que la question du B018 s'est posée sur un coup de tête. Et je crois que je me suis accroché parce que je ne voulais pas accepter La que défaite. les 3 années qui étaient passées étaient de la défaite. Donc je me suis dit, je fais ce projet, je ferme une page et je repars aux États-Unis. Je fais ce projet juste pour dire que Que j'ai tenté. j'ai quand même fait quelque chose, que ces 3 années que j'avais passées ici auraient servi à quelque chose. Ouais, En fait, je fais ce projet, je le livre. Le soir de l'ouverture, je donne les clés, en fait, à Naji qui a piloté. Et je repars à New York, parce que j'avais encore mon appart, mes affaires. Je repars retrouver mes copains, j'avais des photos de 35 mm, on n'était pas encore digital, donc je développe les premières photos là-bas. ouais. Je n'avais pas encore pris le projet en photo. Je montre ça aux gens, enfin, avec mon entourage là-bas. Les mecs me disent, mais qu'est-ce que tu viens foutre à New York? Ils étaient sur le cul. Ouais, Moi, ouais. je me rendais pas compte, parce que j'avais passé 6 mois à construire ce Et parce qu'on n'y truc. croit plus à un moment. Non, mais je me suis engagé, j'ai construit très vite, ça a duré 6 mois. 6 mois Ouais, de chantier, j'y étais tous les jours. J'ai construit de mes propres mains. Il n'y avait pas d'accord. d'entreprise. J'étais la nuit au bureau, le jour là-bas. J'ai vu personne, je n'ai fait que ça. Avec un acharnement de folie. Ouais, Je termine, je donne les clés, ils ouvrent, je suis dans l'avion et je m'en vais. Pour aller récupérer les morceaux aux US. Et là, quand je montre ça à mon entourage là-bas, ils disent, qu'est-ce que tu viens foutre aux États-Unis? Repars. Je suis reparti à Beyrouth et là, bon, l'acharnement médiatique a commencé très très vite. Et je me suis rendu compte que je n'avais rien à foutre en fait, ni à New York, ni à Paris, ni autre part. Que j'avais beaucoup plus à faire dans un territoire malade peut-être, en besoin de, bon, de peut-être
Si l'architecture est un acte politique, je croyais que j'étais convaincu que c'était à Beyrouth qu'il fallait la pratiquer Vous savez, et pas dans le confort d'un environnement social on va dire, plus paisible. vous savez, il y a une phrase qui est un peu cliché parce que tout le monde l'utilise, mais que j'ai tenue le jour où j'ai eu mon fils, je lui ai commandé un papier peint et j'ai inscrit cette phrase. C'est la phrase de Winston Churchill. C'est que le succès consiste à passer d'un échec à un échec sans perdre l'enthousiasme. Ouais. Et votre histoire me rappelle cette phrase et j'ai tenu à la mettre à mon fils parce que toutes les personnes qui ont vraiment réussi sont des personnes qui ont passé d'échec en échec. Et je pense que beaucoup de gens ont arrêté au moment de l'échec et c'est peut-être pour cela qu'ils n'ont pas pu Je continuer vais ou bien aussi te atteindre dire, leurs aussi rêves. de faire un autre, aussi une sorte de constat que j'ai dernièrement. Bon, je ne suis plus le jeune, le jeune de la vingtaine, 25 ans, qui est l'âge que j'avais lors de mon retour à Beyrouth, donc au début des années 90. Mais on a vécu une période euphorique, on va dire, sur le plan financier, économique, qui n'était pas très raisonnable durant les années 2000 et surtout dans mon domaine. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de construction. Oui, ce qu'il n'y a plus, ce qui n'existe plus. Et on s'est retrouvé parfois surchargé de travail. Moi, j'ai jamais voulu, je n'ai jamais pu maîtriser plus de 20-25 personnes. C'est-à-dire que j'ai volontairement conservé une échelle que je pouvais maîtriser. J'ai toujours voulu avoir un atelier qui a une échelle relativement petite, un studio. Donc, je n'ai jamais pu produire avec plus de 20-25 personnes autour de moi. Au-delà de ça, je ne sais plus. Oui. Je ne sais pas travailler. Parce que je travaille encore à l'ancienne, je suis un artisan et je suis très content comme ça. Ça ne m'intéresse pas d'avoir une grosse machine avec 200, 300 Quand vous dites combattants. je suis un artisan, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est-à-dire que je pratique mon métier avec beaucoup d'engagement. Je suis très présent tout au long du processus. C'est pas que je délègue pas, mais je reste très présent. Mais sur tous les niveaux de production. Et je ne suis pas de ceux qui croient qu'il y a des recettes qu'on élabore et ensuite on apprend ça à des seconds qui vont les perpétuer sans regarder. Ça produit, ça fait des très grands bureaux qui fonctionnent très bien, qui font des choses très bien, mais ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de faire ça. Moi, je suis obsédé de la spécificité, c'est-à-dire que j'espère que chaque projet sera une situation différente et me mènera à une histoire différente, à développer une narrative et des positions différentes et à apprendre sur chaque projet, éventuellement de développer quelque chose de très spécifique à la situation spécifique de ce projet. Je veux y croire, j'y crois encore. Donc quand tu fais ça, tu ne peux pas trop produire, parce que tu dois rester très impliqué dans ce que tu fais. Évidemment. Donc, mais ceci dit, maintenant avec recul, parce qu'on a parlé 4 août et post-4 août. Oui. Alors il est clair qu'à mes débuts, quand mon atelier était beaucoup plus petit, mes équipes étaient plus petites, j'avais moins de travail, j'étais beaucoup plus présent et impliqué et peut-être plus exigeant dans ce que je produisais. Hein. Forcément, je prenais un projet et je ne le lâchais pas avant de l'avoir vraiment totalement maîtrisé et livré, avant de passer à autre chose. Vu que les commandes n'étaient pas, il n'y en avait pas trop, j'arrivais à travailler à mon propre rythme. Je disais souvent que l'architecture, c'est comme l'amour. C'est très difficile d'être lié avec 20 personnes et de pouvoir satisfaire les 20 personnes. Ça ne marche pas, d'accord? Donc vous êtes contre la polygamie, vous êtes contre la polygamie en architecture. Je suis contre l'hyperpolygamie, on va dire comme ça. Donc je crois que c'est pas possible, tu ne peux pas être engagé sur tellement de fronts en même temps, ou du moins, je n'en suis pas capable. Donc, ceci dit, avec recul, je me rends compte qu'il y a une période où on avait trop de travail. Ouais. Donc, il y a des choses où, même si j'ai fait de mon mieux, je crois qu'à un moment, qui trop embrasse mal étreint. J'avais peut-être un peu trop dans mon
Est-ce qu'à un moment, vous regardez un de vos projets et vous dites, je pouvais faire J'aurais autrement? pu, si j'avais J'aurais pu plus faire de temps. autrement? Si j'avais plus de temps, si je Ouais, m'étais plus donné, je regarde certaines choses et je me dis, je crois que là, j'ai lâché le morceau ouais. peut-être un peu trop vite. Vous regrettez? Oui, un peu. Le noir est-il votre couleur préférée? Euh, je n'ai pas de couleur préférée, je crois que Vous portez toujours du noir. chaque couleur est à sa place. Je porte les mêmes choses, j'ai les mêmes Pourquoi? vêtements tout le temps. Parce que j'aime pas perdre mon temps à choisir. Donc je fais ma valise en quelques secondes, en 2-3 minutes. Je porte les mêmes pantalons qu'une amie me fabrique depuis une quinzaine d'années. D'accord. Je porte les mêmes bottes que j'ai en série depuis des Donc, années. c'est les mêmes en série. C'est les mêmes en série. Et c'est toujours du noir. Pourquoi vous ne les faites pas en une autre couleur, par exemple? Parce que j'ai pas envie de me poser les questions le matin, j'ai d'autres choses à faire. Mais même dans vos designs, il y a beaucoup de noir. Non, mais aussi des couleurs, mais je prends la couleur au sérieux. J'utilise les couleurs avec beaucoup d'engagement quand je le fais. Ouais. On va faire ensemble un petit questionnaire. Ouais, C'est le questionnaire de Marcel Proust. ouais, j'ai déjà fait. Vous l'avez déjà fait? Ouais. Ah, donc ça va être Vas-y, facile. Mais on vas-y. va faire quelques questions. Ok. D'habitude, je fais à tous mes Je l'ai invités. fait par écrit. Oui, Par écrit, c'est plus simple. Enfin, tu as plus de temps de. oui. Donc ça, c'est un questionnaire que j'ai fait ici, dans cette maison, Mm. quand j'avais 10 ans. Et au fait, j'ai remarqué qu'avec le temps, les réponses changent. Je ne sais pas si vous avez... Quand vous l'avez fait? Je l'ai fait à plusieurs reprises. Je l'ai fait pour un média et pour une revue étrangère, un truc d'archi. Ouais. Donc c'était des questions qui étaient en rapport avec mon métier et Vous avez senti sélection que d'actualité. les réponses changent avec le temps? Probablement. Je l'ai refait ensuite localement pour L'Orient le Jour. Où bon, j'ai déconné, j'étais pas très sérieux dans mes réponses, mais On va voir. Ouais. bon, ça me faisait sourire quand je. Ok, mais je ne vais pas faire tout le questionnaire. Évidemment, Vas-y, je vais choisir vas-y. quelques questions. Votre principal défaut? L'honnêteté. C'est censé être une qualité, mais pas au Liban peut-être. Votre rêve de bonheur? Mon rêve de bonheur. Écoute, c'est jamais le même tous les jours, hein. Aujourd'hui? Là, maintenant, à l'instant, je peux pas te dire. Là. Non, je te dirai pas. On a besoin d'une réponse pour pouvoir continuer. Non, 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 impossible. Impossible. Donc chacun va deviner ce qu'il veut. Mm. Votre peintre favori? Mon peintre favori. Là aussi, je suis très infidèle à ce niveau-là, hein. Très infidèle à ce niveau-là. Mais bon, je ne vais pas trop élaborer. Mais je te dirais qu'aujourd'hui, je deviens très exigeant. C'est-à-dire que euh, j'ai beaucoup de méfiance par rapport à ce qui se produit en art. Ouais. Donc, j'ai tendance à dire non. Mais bon, je dis par rapport à aujourd'hui, Vous n'aimez par rapport aux pas critères. la nouvelle tendance des... Donc, j'aime pas le rapport qu'on a avec l'art actuellement. C'est devenu une espèce de commodité. Enfin, ça a toujours été, mais ça prend Ouais. des proportions caricaturales et pathétiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça devient le sujet de conversation. Bon, tu t'achètes un yacht, un jet privé, puis après ça, tu deviens collectionneur. C'est devenu le truc, tu vois. Et je vois C'est devenu pour vous un signe pour prouver qu'on a ouais, d'argent je et vois le qu'on est nombre d'incultes, d'abrutis, d'imbéciles qui s'imaginent avoir connaisseur compris, d'art. voilà, compris ce qui se passe et qui collectionnent. Et en plus, En fait, ils ne sont que des moutons et en tout qui suivent des cas, tendances. c'est les plus grands réseaux de blanchiment d'argent. Ouais, Euh, c'est une merveilleuse manière de blanchir de l'argent. oui. Votre occupation préférée? Allez, je vais répondre comme ça spontanément. Maintenant, ce serait de faire de la moto. La moto. C'est très con, mais Le caractère que vous méprisez le plus? les caractères que je méprise le plus, on parle d'un personnage ou d'un Oh, trait de caractère? un trait de caractère. Le prétentieux, La qualité que que vous préférez chez une femme? l'intelligence, Et chez un homme? l'humour.
Euh, Votre héros favori dans la fiction? Elles sont dures tes questions. Dans la fiction, Oui. moi, Votre héroïne dans la fiction? dans la fiction. Ouf. Non, mais les héroïnes, on peut pas en avoir une, sinon on est trop con. Faut en avoir plusieurs. Je répondrai pas à cette question. Le pays où vous désireriez aller vivre jusqu'à la fin de vos jours? Pour l'instant, ici. Le pays que vous choisissez, c'est le Liban? Ouais, si t'appelles ça un pays, ouais. Ouais. C'est pour ça que je suis là. Parce que vous avez, on a parlé d'une héroïne précise, et parce qu'on parle toujours de ça avec mes invités, on parle de l'amour, de la vie, de la mort. Est-ce que vous croyez en l'amour? Ah oui, bien sûr. Et vous croyez qu'une personne peut rester, on a toujours ce débat ici, Ouais. avec une seule personne toute sa vie, on parle du mariage. Est-ce que pour formuler Non, la je trouve question que le du... mariage est une chose totalement, Oui, pour formuler, totalement malsaine et absurde. est-ce que vous croyez en l'institution du mariage? Non, pas du tout. Par contre, je crois que si on arrive à la détruire, parce que bon, chacun a sa manière de faire, je ne prétends pas détenir une vérité absolue à ce niveau-là, mais je trouve totalement absurde. Je regarde des couples qui, 5, 10, 15, 20, 30 ans après, réclament à l'autre toujours la même chose que le premier jour. Je trouve ça totalement débile. Moi, je crois, enfin, en ce qui me concerne, je crois que d'abord, pour pouvoir continuer à construire avec la personne avec qui tu es, il faut que cette personne soit plus intelligente que moi. Vous considérez que votre femme est plus Ah oui, intelligente sans que vous? aucun doute. Sinon, je ne serais pas encore là. Ouais. Donc d'abord, elle est plus intelligente que moi, donc c'est déjà très bien. Et puis, et puis, euh, et puis je crois qu'au bout d'un certain temps, si les deux personnes sont assez intelligentes, elles vont finir par détruire Comment? le mariage. Comment on peut détruire le mariage? Bah, il faut se libérer de tout ce qu'on attendait au départ, d'accord, après l'avoir consumé. Et puis en espérant qu'à côté de ça, il va se passer quelque chose de beaucoup plus intéressant, de beaucoup plus profond, de plus complexe, de plus spécifique à cette union, d'accord, qui peut marcher entre une personne et l'autre et qu'on ne peut pas demander, qu'on ne peut pas transposer à d'autres, d'accord, donc qui va se construire autour de la spécificité de ces deux personnes. Alors c'est jamais le beau fixe, hein, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir l'œil ailleurs, on est tous humains, ça arrive, mais je crois qu'il y a des mariages qui durent, mais ce n'est pas des mariages, enfin il y a des unions qui Des durent, unions, oui. qui sont parfois très difficiles. C'est pour ça que je ne commande jamais, je critique jamais les couples, parce qu'on ne comprend jamais, on ne peut jamais comprendre de l'extérieur, il ne faut jamais essayer de transposer nos propres valeurs chez les autres. Je crois qu'il y a des couples très intelligents qui finissent par construire quelque chose de très spécifique à eux deux. Et cela perdure, et ils ont une histoire très particulière et qui leur est très propre. Et s'ils arrivent à la construire ensemble et à se demander mutuellement des choses que je ne demande pas nécessairement à ma conjointe, mais qui sont très spécifiques à eux deux, bah c'est très bien, ça marche. Si par contre on essaie d'établir, ouais, bien, forcément on est forcé, on est toujours, évidemment, on vit dans un environnement social, il faut garder un minimum de tenue, et ne pas manquer de respect à l'autre, mais je crois qu'à côté de ça, il y a des choses beaucoup plus importantes qui doivent se construire si on veut continuer à vivre avec l'autre, sinon on peut avoir beaucoup de respect l'un pour l'autre, mais bon, on ne peut plus rester ensemble. Chacun de son côté. Voilà, chacun de son côté. Vous avez 2 enfants, Taïmour et Lila. Oui, comment Oui. tu sais? C'est mon travail, D'accord. c'est mon métier. Mais pourquoi vous avez choisi le nom Taïmour? En fait, c'est un prénom que j'aime beaucoup. Ouais, moi aussi. Au fait, mon fils, il allait s'appeler Taïmour à... Qui avait appelé son fils Taïmour bien avant moi, qui était plus vieux que moi. Et puis ensuite, le fait, la légende de la violence. Oui, c'est pour ça que je vous pose la Alors question. ma mère qui est une femme très chrétienne, et elle m'a piqué une crise elle a su que j'avais choisi ce nom-là. Ma mère qui est d'origine arménienne aussi. Oui, Elle elle est croyante et pratiquante. Elle ne pouvait pas comprendre. Et et quand j'ai vu que ça a contrarié ma mère, quelque part par esprit de contradiction, je me suis accroché. Mon père venait m'appeler Ali. Hein? Ali Khouri, ça aurait été génial. Ouais. Là aussi, ma mère n'a pas voulu.
Pourquoi? Je me retrouve avec un nom, avec un prénom banal, parce que Bernard, franchement. Vous n'aimez pas votre prénom? J'aurais préféré m'appeler Ali. Ouais. Ali Et pourquoi Khouri, il a choisi? Est-ce qu'il était inspiré par Ali Ben Abi Talib ou bien c'était pourquoi il avait je choisi ce crois nom? que c'est trop tard pour lui poser la question, elle est plus là. Vous lui avez jamais posé la J'ai question? jamais eu le temps de lui poser la question. Jamais vous lui avez posé la Non, je n'ai question? pas posé la question. Par contre, on m'a posé la question quand le jour où j'ai obtenu ma nationalité américaine, c'est que quand tu Oui, as une interview, je ne savais pas, je n'étais pas prêt. Je me retrouve face à un monsieur très sympathique, où tout de suite le courant est passé. Donc au bout de 10-15 secondes, il ne me posait plus de questions. On a discuté de tout et de rien. Puis il m'avance un papier et me dit « Tu t'appelles comment ?» Je dis « Mais voilà, j'ai mon passeport initialement, donc oui. d'origine libanaise. Et je m'appelle sur mon passeport libanais Bernard Bassem Khalil Al-Khouri. Bernard Bassem Khalil Al-Khouri, c'est très grand. Ouais. Donc tu t'appelles comment? Je lui dis mais il me dit moi tu peux changer de nom. Alors je me gratte la tête comme ça. Il Aux était très États-Unis. sympathique monsieur. Je lui dis bon alors on va être Bernard Khouri. J'ai enlevé tout ce qui est au milieu. J'ai enlevé Bassem Khalil elle. J'ai Et enlevé tout. pourquoi il y avait Bassem? C'est mon nom de baptême. D'accord. Mon père voulait un nom arabe, un Ouais. prénom arabe. Et l'autre me dit mais c'est banal, tu peux faire autre chose. Je dis comme quoi? Il me dit you can call yourself James Bond. Tu peux t'appeler James Bond si tu veux. Et là, pris de panique, c'est génial. Et je regrette en fait de ne pas avoir trouvé un autre nom. J'aurais pu m'appeler autre chose en fait. Ouais. Et ce serait quoi? Si aujourd'hui je vous dis, vous pouvez changer de nom. Ah, compliqué. Hein. Je sais pas. Non, c'est un truc très con, tu vois. Je crois que je cherchais un nom de super-héros ou un truc absurde. Sur un passeport, ça ferait bien. Oui. Quelle grande... T'imagines aux douanes comme ça et le mec il loue Superman. C'est génial. Quelle grande œuvre architecturale vous auriez aimé, vous, réaliser et pourquoi? Écoute, je veux croire que chaque histoire que je vis sera celle que... Franchement, je suis encore un de ces derniers romantiques qui y croient. Et c'est ce qui fait que je vais tous les jours au bureau et que j'y vais parce que j'ai vraiment envie d'y aller. Non, une œuvre historique, par exemple. Je ne sais pas, un musée quelque part dans le monde, De un de bâtiment. ce qui a été fait Oui, oui, je ou parle. de ce que j'aurais pu faire. Parce Non, que j'aurais pu faire, par exemple, j'aurais aimé faire un mall à la Mecque, tu vois, ou une boîte de nuit au Vatican. C'était ma réponse à un questionnaire de Proust une fois. Quelle est la mission que tu aurais aimé faire? Non, ça veut dire si vous regardez par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, la Tour Eiffel, Ouais. est-ce qu'il y a un bâtiment un jour Je ne crois pas, parce que je crois qu'un bâtiment est le fruit d'une circonstance et d'une hmm, situation très spécifique, tu vois. C'est pas quelque chose, on n'est pas dans les certitudes universelles. Ce qui fonctionne à un moment précis, sur un lieu précis, ne peut pas exister autre part à un autre moment. Donc, est-ce que j'aurais aimé être l'architecte de la Tour Eiffel à un moment précis de l'histoire? Bon, c'est peut-être un fantasme, tu vois, mais reproduire ou répliquer un geste architectural pour son esthétique, ce n'est non. pas... Non. Vous savez, des fois, il y a des secrets d'histoire qu'on lit comme le secret de la tour de Pise, le secret des escaliers de Chambord. Mm. Est-ce qu'il y a un secret dans une de vos œuvres? Oui, il y en a pas mal. Il y en a de très beaux, en fait, dans les projets qui ne se sont pas faits, Oui, sur papier. C'est marrant parce que c'est un truc que j'aimerais aborder un jour. Tu vois, des lectures et des explications de gestes oui, que certains croient être quelque chose, mais qui sont en fait, dont l'intention était très différente. oui. J'ai fait un projet que je regrette beaucoup, qui ne s'est plus construit, à Riyad, qui s'appelait Surra Manra, Hmm, que ma cliente appelait à l'époque A Women's Only Leisure Facility. En anglais, c'était un bâtiment interdit aux hommes. d'accord. Et c'était sans aucun doute l'œuvre la plus érotique que j'ai jamais dessinée. En fait, J'imagine. je crois que j'ai été trop loin. Oui, Et au bout d'un certain temps, elle a compris. Et puis finalement, elle a compris que si elle faisait ça, c'était oui, une descendante de la famille royale et que ça aurait créé des catastrophes. Donc voilà, il y avait des deuxièmes lectures assez intéressantes derrière, ça ne s'est pas fait. Quelles sont les villes ou les pays qui vous inspirent le plus?
J'ai eu la chance, en fait, d'aller dans des lieux assez improbables, très souvent pour des voyages académiques, parce que je me retrouve en train de donner des conférences un peu partout. Ouais. Je voudrais t'avouer qu'en général, aujourd'hui, là où je fais les rencontres les plus intéressantes, ce n'est ni à Harvard, MIT, Columbia ou autre, mais c'est au Sri Lanka ou au Karabakh ou dans des lieux totalement, Ouais. totalement improbables, où là, je me retrouve confronté à une audience beaucoup plus curieuse, beaucoup plus éveillée, politiquement plus alerte. Donc ça, si tu veux, sur le plan de la curiosité, et par rapport à ma pratique et mon métier, voilà, maintenant, bon, sinon je suis un amoureux de villes, de destinations improbables, de surprises. Je répète une chose dont je suis de plus en plus convaincu. Une ville où tu vas, où tu débarques à l'hôtel, tu mets ta valise, tu descends au bar de l'hôtel. Si le mec derrière le bar n'est pas un local, remonte, prends ta valise et va à l'aéroport. C'est très beau. Donc go to Dubai. C'est joli. Don't go to Dubai. Voilà. Et, Si le mec derrière le bar bouge la tête et tu vois, il ne sait pas quoi te servir, ouais. il n'y comprend rien, remonte, prends ta valise et repars à l'aéroport. Est-ce que c'est arrivé avec vous de remonter, de quitter l'hôtel la même nuit? Bernard Khouri, je vais vous demander quelque chose. Il y a une table là-bas, Ouais. avec un papier et un crayon, Mm. et un verre. Est-ce que si vous pouvez m'écrire quelque chose que vous dites pour la première fois et que je vais garder ici dans cette maison? Que je dis pour la première fois, Et que j'écris aussi pour la première fois. bon, on va essayer, ouais. Comme ça, je vais garder ça en souvenir de notre rencontre dans cette maison, la maison du poète. C'est quelque chose que vous dites pour la première fois. Quelque chose que vous avez envie de dire. Et d'écrire surtout. Parce que quand on écrit... On dit toujours pour la première fois. Non, des fois non. Par exemple, le questionnaire de Marcel Proust, c'était pas la première fois. Oui, mais d'accord, mais tes questions étaient différentes, et puis voilà, Oui. la situation est différente. Mais vous savez, parce que quand on écrit, tout ce qu'on écrit reste à jamais. Donc pour moi, toujours, malgré toutes les tendances de nos jours, j'aime l'écrit. Parce que je Ouais, ouais, trouve bien que quand sûr, on écrit bien quelque sûr, bien chose, sûr. on peut le lire des années plus C'est une tard. très belle chose, j'écris très lentement, moi. Je vais vous montrer, elle est où la table. Prenez Ok. votre temps. On y va. Je vous prends le verre aussi, ou bien Moi, je le prends comme un pour livre. avoir plus Mais je veux pas te d'inspiration. bousiller ta Ça table. va, il n'y a pas de problème. Donc la table est là, avec le papier et le crayon. Je vais vous laisser en paix. Je savais pas que c'était pour la télé. Ça va? Ok. D'accord. Je te le donne ou je... Non, si vous pouvez la lire comme ça. Sans vouloir avoir un ton trop sérieux, mais je commence par ton combat est très important. Et je suis très sérieux. Parce que je crois que on est tous, nous sommes tous des soldats quelque part. Il y en a qui s'en rendent compte, il y en a qui ne veulent pas, qui sont paresseux. Donc, je crois que ce que tu fais est très beau, donc je continue par il est très beau. Et continue. Et voilà, j'ai passé un très beau moment chez vous. À très bientôt. Merci beaucoup, vraiment. Ça me touche énormément. Et vraiment, je vais la garder. Je vais la prendre. Je ne vais pas la garder ici. Je vais la prendre alors pour la garder chez moi. Je vous remercie énormément. C'est moi qui te remercie. Comme on a dit au début, quand vous êtes arrivé, cette maison a été bâtie par Hassan et Nadia Touaini. Ils voulaient que cette maison soit un musée. C'est Pierre Khouri, l'architecte, qui a fait le projet avec eux. Et il y a quelque chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, bien sûr, vous avez remarqué, c'est que cette maison a été bâtie en pleine nature. Ça veut dire ils ont suivi la nature. Même d'une façon que les champs sont des fois dispersés. Il y a aussi un grand architecte qui est Frank Lloyd Wright, qui aussi a bâti quelques-unes de ses créations en pleine nature. Il a gardé le ruisseau, etc. Donc des maisons comme ça,
quand on fait des maisons comme ça, on garde la nature, l'architecture, je ne sais pas si on peut dire organique. Combien c'est difficile parce que, vous savez, avec le temps, j'ai vu combien les habitants de cette maison ont souffert. Vous savez, quand ils ont commencé à vieillir, descendre toutes ces Elle marches. me semble très confortable, cette maison. Ouais, Enfin, je n'ai pas connu, je n'ai pas eu la chance de connaître ton grand-père, mais de ce que je sais, de ce que je comprends, du peu que je connais, de ce qu'on connaît des personnages publics, je trouve que cette maison lui ressemble énormément. Parce qu'elle a aussi ses contradictions, qui sont ouais, très belles. Et tout à l'heure, quand tu me faisais le tour, parce que je ne connaissais pas le lieu, j'étais assez estomaqué, époustouflé, parce que je n'arrivais pas à situer ou à comprendre les périodes. C'est très intéressant parce que tu me dis que c'est une maison qui a été construite en 61, ouais, et tu me dis c'est une maison construite par Pierre Khoury. ouais. Alors, avec tout le respect que j'ai pour l'architecte, moi je dirais que c'est une maison construite par ton grand-père. Sans aucun doute, parce que ça se voit, c'est évident. En 61, comme je t'expliquais tout à l'heure, il y avait des dogmes que des architectes de cette génération suivaient aveuglément, et des règles auxquelles tu ne dérogeais pas. Ouais. Je dirais peut-être l'hégémonie de l'écriture moderniste, et là je vois qu'il y a il y a Un mélange, il y a peut-être. un mélange, et non seulement, c'est qu'il y a des pièces, il y a des colonnes qui sont des vraies colonnes, il y a il y a des objets qui ont été réassemblés. Oui, oui, oui. Et c'était lui qui les cherchait. Il y a de la fenestration construite de la manière la plus conventionnelle, avec les respects des règles de l'art, chose que les architectes de l'époque n'avaient plus le droit de faire. Ouais. Alors même si dans les années 80-90, c'est devenu la norme, le retour vers le passé, c'est intéressant que ton grand-père, en fait, avait un regard bien avant le temps, sûrement pas nostalgique. Mais c'est intéressant. Ouais. Moi, je suis c'est une chose qui m'a marqué. Oui, vous êtes la première personne qui me dit c'est bizarre. Parce que tu as eu dans les années 80, je suis en train 90... depuis que vous m'avez dit ça, je pense à ça depuis qu'on était à l'extérieur. Dans les années 80, 90, j'essaie de me rappeler. Les architectes ont arrêté de faire du moderne. Ouais. Dont Pierre Khoury, que je connais très bien son travail, je suis ami avec Fouad. Pierre était un ami à mon père. Ouais. Pierre Khoury a fait des choses merveilleuses dans les années 60, 70. Si ça avait été fait dans les années 2000, je n'aurais pas trouvé ça intéressant. Mais ça a été fait dans les années 60, à l'époque où il fallait beaucoup de courage pour poser une colonne d'une autre époque. Ouais. Énormément. Tu vois, il fallait une conviction, ce n'était pas à la mode. Ouais. Et le fait qu'il ait fait quelque chose qui n'était pas à la mode, qu'il est devenu bien après, même si moi, ceux qui faisaient ça dans les années 2000, j'étais contre eux, le fait qu'il l'ait fait 40 ans avant, je trouve ça extrêmement intéressant. C'est avant-gardiste. Et non, mais là, tu comprends, et c'était sans aucun doute, il fait partie de le peu que je connaisse aussi du personnage, mais il fait partie d'un Liban moderne, très porté sur la modernité, tu vois, mais aussi avec un rapport avec le territoire et son histoire qui est très complexe, avec beaucoup de contradictions. Et ça se reflète sur la maison. Vous aimez les livres, parce que j'ai vu dans votre maison, il y a une bibliothèque en double volume. Vous aimez les livres juste d'architecture ou tous les genres, vous aimez la lecture? J'aime les livres. Ouais. J'aime les livres. Et pour vous, une bibliothèque de ce genre, ça a toujours été une idée que vous vouliez exécuter ou bien pas spécifiquement? Que je vivais dans un espace beaucoup plus petit avant. Ouais. Et j'avais beaucoup de bouquins, et en fait, ils étaient empilés. Donc je me suis dit, j'avais pas fait mes calculs quand j'ai construit 2 murs, en fait, qui sont énormes, qui font 6 mètres de haut sur toute la largeur, sur l'ensemble, en fait. J'ai vidé mes livres, je n'arrivais pas à remplir. Et donc c'est toute une vie. Et là, petit à petit, tu sais, je ne sais pas si j'arriverai à sa saturation. C'est quoi votre livre préféré? Ouf. Là aussi, c'est une question très difficile. Toutes mes questions sont difficiles aujourd'hui. C'est une question difficile, très difficile. Ouais, très difficile. Un livre. Je veux pas te ramener vers l'archi parce que sinon. Non, au contraire, si c'est. Il y a des livres d'architecture qui sont super. Ouais, des très beaux livres d'archi aussi, ouais.
Et je ne veux pas être coincé dans un livre non plus parce que ça va me... Ouais, Vous allez me mettre dans une case, je refuse. c'est une bonne réponse pour ne pas répondre. Bernard Khouret, merci Ça fait un énormément plaisir. pour votre visite. Ce fut un plaisir. J'espère que... À très bientôt. À très bientôt. Ok.